Bienvenue dans ce nouvel octogone, merci de soutenir Scandaria, de plus en plus nombreux vous êtes sur cette plateforme et vraiment ça garantit notre indépendance, donc je ne saurais trop vous en remercier. L'ouverture bien sûr de cet octogone, pour sa version publique, ce sont les événements de Syrie qui sont très connectés à ceux d'Ukraine et qui sont connectés dans une moindre mesure à ceux du Bangladesh et du Pakistan, avec évidemment comme trait d'union entre tous ces événements la CIA, mais pas seulement. On va y revenir. De fait d'ailleurs, on fera un direct avec Sylvain Ferreira qui va rempiler pour les besoins de la cause pour nous faire donc une analyse historique, une perspective historique et tactique et stratégique sur la Syrie et sur la raison pour laquelle il y a une escalade dans la région depuis l'élection de Trump, qui n'est pas encore au pouvoir. Bien entendu, vous l'aurez compris, c'est un baroud d'honneur de l'État profond qui tente de mettre la pression à la Russie. Alors pourquoi les choses sont liées entre la Syrie et l'Ukraine ? Vous avez bien sûr la Russie qui se considère comme protectrice des chrétiens d'Orient en Syrie depuis Catherine de Russie, donc ça date pas d'hier, ça date de l'époque de Voltaire. Donc héritière bien sûr de ce que Pierre le Grand avait laissé, Pierre le Grand, contemporain de Louis XIV, qui avait fait de Saint-Pétersbourg une grande capitale européenne. Et Catherine de Russie, bien sûr, s'était présentée comme la protectrice des orthodoxes d'Orient, de Syrie en particulier, mais c'était pour des raisons géopolitiques, ça va de soi. L'impact, la présence de Catherine de Russie dans l'histoire de la géopolitique russe est très marquante pour Vladimir Poutine, qui s'inscrit aussi dans cette tradition-là. Mais ça vient aussi en fait des errements et des excès de la géopolitique américaine après le 11 septembre. En fait, après l'effondrement du mur de Berlin, après la dissolution de l'Union soviétique en 1991, les États-Unis se sont retrouvés comme le seul hégémon dans la région et ils ont commencé à remodeler aussi bien l'Europe centrale que le pivot géographique de l'histoire, donc l'Europe centrale et l'Asie centrale. Et à l'époque, aucune puissance ne pouvait les en empêcher. Il suffit de voir qu'ils avaient simplement bombardé l'ambassade de Chine en Yougoslavie, donc l'impunité était totale pour les Américains. Ils se sont précipités sur la première guerre du Golfe, où là, clairement, les Russes ne pouvaient pas s'y opposer. Et ensuite, ils se sont précipités sur une seconde guerre du Golfe, dont ils ont entamé la préparation moins de 10 ans après la première, et qu'ils ont exécuté donc en 2003 avec le soutien de tous les néocons, tous les influenceurs qu'on retrouve aujourd'hui pour célébrer la guerre en Ukraine. Ce sont les mêmes qui célébraient la guerre en Irak, donc plus de 500 000 enfants tués, plus de 2 millions de déplacés, un pays ramené à l'âge de pierre. À l'époque, les Américains se vantaient d'avoir ramené l'Irak à l'âge de pierre, dès 1991. Il faut voir ce qui se serait passé dans les médias français si Poutine avait dit qu'il allait ramener l'Ukraine à l'âge de pierre. Bien entendu, il a été beaucoup plus réservé que les Américains en Irak. Mais bon, vous comprenez, ce sont des brins, ils parlent arabe. On peut les buter sans problème. En tout cas, dans la logique américaine de l'époque, c'était le cas dans la logique des néoconservateurs. La Russie a connu une décennie abominable avec les années 90. Et ensuite, elle a recommencé à prendre du poids dans les affaires internationales. En 2003, quand les États-Unis décident d'aller en Irak, la Russie n'est pas assez puissante pour s'opposer à eux. Par contre, en 2010, quand ils commencent à mettre la pression sur le dernier baathiste restant, Bachar al-Assad, là, c'est une autre histoire. Entre-temps, les Américains ont fait le ménage sur tous les anciens alliés de l'Union soviétique, à savoir en particulier la Libye, où bien entendu, ils ont assassiné Kadhafi. Alors les Américains ne l'auraient pas assassiné, ça ce sont les services français sous Sarkozy, parce qu'il n'avait pas tellement envie que Kadhafi révèle trop de choses et que son fils en particulier révèle trop de choses sur le financement de sa campagne. C'est ce que Saïf al-Islam al-Kadhafi, qui est le successeur politique, l'héritier politique de Kadhafi, avait déclaré. Il avait dit, si ce clown veut nous bombarder, nous allons révéler, le mot clown avait été utilisé, nous allons révéler le financement de sa campagne. Ça avait causé une panique, et le fait que Kadhafi ait été assassiné à l'arrache comme ça par les rebelles libyens, ça sentait les barbouzeries sarkozystes. Parce que les Américains, vous les connaissez, c'est Hollywood, c'est Saddam Hussein, ils vous l'auraient pendu le jour de l'Aïd, bien comme il faut, avec un procès spectacle, parce que c'est comme ça qu'on fait dans la géopolitique Hollywood. Mais Sarkozy aux abois a préféré faire ça, et malgré tout, il a quand même été répercuté, il a été percuté par des éléments de cette affaire, à savoir donc avec les procès qu'il a subis. Mais donc, l'assassinat de Kadhafi, c'est pas fait à l'américaine, même si son renversement, ce sont les Américains qui l'ont fait. Dans tous les cas, Poutine n'a pas pu intervenir pour le protéger. Pas forcément qu'il le souhaitait d'ailleurs, mais en tout cas, il n'en avait pas encore les moyens. Par contre, après Kadhafi,
là, vous avez un phénomène plus un pas en arrière dans la géopolitique au Moyen-Orient. La Russie et la Chine décident de protéger Bachar el-Assad, qui était le prochain sur la liste. Bien sûr, après, vous aviez l'Iran. Tout ça arrangeait bien le Likoud parce que le sionisme révisionniste veut remodeler les frontières dans la zone. Et après le 11 septembre, il en avait d'immenses opportunités. C'est bien pour ça qu'il s'est aligné sur les néoconservateurs qui, dès le début, avaient à peu près les mêmes délires messianiques que Netanyahou. Donc les deux s'entendaient impeccablement avec des influences mutuelles évidentes. Maintenant, la Chine et la Russie décident de mettre plusieurs double veto, pas un seul, plusieurs, plus que pendant la guerre froide. C'est assez délirant. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a jamais eu de double veto russo-chinois aux Nations Unies pendant la guerre froide. D'abord parce qu'au tout début des Nations Unies, le veto chinois était contrôlé par Taïwan, les impérialistes de Formose. Et ensuite, parce que vous avez eu la rupture sino-soviétique où la Chine et l'Union soviétique n'avaient plus d'intérêt à voter ensemble. Par contre, après donc, la guerre en Irak, vous avez vu ce double veto russo-chinois dès le début des années 2010 contre une intervention américaine en Syrie. Et Dieu sait pourtant que les néoconservateurs ont utilisé tous les canaux classiques, l'opération Mockingbird, le contrôle des médias par la CIA. Bachar est un danger, il a des armes de destruction massive, hein, donc à chaque fois la même chose. Et donc c'était du gaz, mais c'était des armes de destruction massive, comme Saddam Hussein. Et donc il fallait intervenir, avoir des boots on the ground, et ça aurait satisfait beaucoup de gens dans la région. Les Russes ont dit non. Et pour pouvoir dire non, les Russes avaient besoin bien sûr de la base de Tartous, qui est sous contrôle syrien, mais ils avaient besoin de la flotte de la mer Noire à Sébastopol. À ce moment-là, et c'est là le lien avec l'Ukraine, ça faisait très longtemps que les néoconservateurs voulaient séparer la Russie de l'Ukraine. Dès Brzezinski, 97, c'est amplement décrit, et en fait, même pendant la guerre froide, quand l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, vous aviez les agents de la CIA qui faisaient monter déjà les fameux nationalistes intégraux, les bandéristes, les ukronazis, en Ukraine. Mais à l'époque, la CIA n'était pas assez puissante pour pouvoir, évidemment, faire un coup d'État là-bas. Après l'effondrement du mur de Berlin, les choses s'accélèrent, mais la base de la mer Noire, Poutine comprend parfaitement qu'elle est cruciale pour protéger son allié Bachar el-Assad et l'Iran aussi, qui sont des pièces d'un corridor très important. D'ailleurs, dans la mesure où la Syrie est un élément d'un corridor gazier essentiel, le Qatar a agi pour déstabiliser Bachar el-Assad et pour le faire tomber. Parce que le Qatar avait besoin de ce corridor gazier et perdait entre 15 et 20% de son gaz quand vous liquéfiez et décompressez ensuite du gaz naturel. Vous perdez entre 15 et 20%, surtout à l'époque. On a un peu amélioré les techniques depuis. Si jamais c'était passé par un gazoduc qui aurait traversé la Syrie, auquel s'est donc opposé Bachar el-Assad, le Qatar aurait économisé des fortunes. Donc le Qatar avait des raisons très spécifiques de renverser la Syrie et de la détruire, comme l'Irak. Encore une fois, les Russes et les Chinois ont dit non. Pour ce faire, ils avaient besoin, les Russes, de la flotte de la mer Noire basée à Sébastopol. Rappelez-vous, la Crimée, c'est aussi Catherine de Russie, Odessa. Et la Crimée est russe, c'est un cadeau de Khrouchtchev. Ça faisait partie des grandes conneries de Khrouchtchev. Khrouchtchev a fait des choses très bonnes aussi, mais il a fait des grandes conneries. Et selon Poutine, la plus grosse connerie qu'il ait faite, c'était donc de donner, parce que c'est un don, c'est un cadeau après la Deuxième Guerre mondiale, la Crimée russe à l'Ukraine. Raison pour laquelle, dans le Donbass et jusqu'en Crimée, vous avez beaucoup de russophones. À partir de là, Poutine comprend très bien que les États-Unis vont tenter de fomenter un coup d'État en Ukraine, d'autant qu'ils l'ont fait plusieurs fois. Hein. Avant, vous aviez eu Yanukovych, vous aviez eu d'autres figures pro-américaines, vous aviez eu la Révolution orange, etc., qui avaient échoué. Mais bon, la CIA continue jusqu'à ce que ça marche, et ça marche avec Maïdan en 2014, où les bandéristes, les ukronazis tirent sur la foule, créent une émeute, et vous avez un coup d'État. À partir de ce moment-là, vous avez une deuxième étape qui sera la montée de Zelensky au pouvoir sur un programme pacifiste et où il entube complètement, malgré le fait que son parti s'appelle Serviteur du peuple. Il a tellement bien servi le peuple ukrainien qu'aujourd'hui vous avez du 500 000 morts, plus 2 millions de personnes qui sont parties à l'étranger et qui ne reviendront pas, etc., etc. À partir de là, donc, Poutine avait placé ces fameux petits hommes verts, des forces spéciales sans uniforme, qui étaient prêtes à organiser le référendum en Crimée pour que la Crimée devint russe en 2014. Et ça avait été un énorme échec pour Obama. Ça avait vraiment montré que Poutine avait avait manœuvré Obama comme un bleu, parce que pour Poutine, Obama était un bleu. Pour Poutine, Obama est un ex-agent de la CIA, d'ailleurs, au passage. Et donc pour Poutine, vraiment, Obama, c'était quelqu'un d'intelligent, d'expérimenté, mais quand même une grosse bleusaille par rapport à lui. Et Poutine l'a complètement manœuvré.
À partir de là, donc, il fallait qu'il y ait une guerre. Et ça a donné le non-respect de Minsk I, le non-respect de Minsk II, l'escalade, et le fait de pousser la Russie à ce que Louis XIV appelle ultima ratio regum, le dernier argument des rois, c'est-à-dire la guerre. Quand on ne peut pas faire autrement, on fait la guerre. C'est ce que Louis XIV montrait avait fait fondre sur ses canons, ultima ratio regum, et ça a donné d'ailleurs un fusil de précision en français, PGM, le PGM, ultima ratio, si je ne me gourre pas en 338 Lapoix, Magnum. Donc, la géopolitique a toujours lié la Syrie et l'Ukraine dans les dernières décennies, parce que sans la flotte de la mer Noire, les Russes ne peuvent pas garantir sa sécurité à Bachar al-Assad. Et ça a joué un rôle absolument essentiel, parce que si vous avez eu par exemple MBS en Arabie Saoudite, qui a commencé à faire des contrats pétroliers en rial, surtout aussi en yuan, donc en renminbi, voilà, parce que les 5 R donc des BRICS, c'est le renminbi, le rand d'Afrique du Sud, le réal du Brésil, le rouble et la roupie indienne. C'est ça les 5 R. Eh bien, ça c'était complètement interdit, comme vous le savez avant. Enfin, on déconnait pas avec ça. Vous faisiez des contrats pétroliers en dehors du pétrodollar, on vous tuait, propre et net. Si MBS s'est senti empouvoiré, c'est parce qu'il avait vu à l'œuvre, alors que son pays, l'Arabie Saoudite, était dans le camp de ceux qui voulaient déstabiliser et renverser Bachar el-Assad. Mais il a vu ce que valait le parapluie russe. Et ce parapluie russe, il valait par la flotte de Sébastopol. Donc, dès le début, l'Ukraine et la Syrie sont liées. Or, maintenant que Trump est élu, l'État profond tente le tout pour le tout. On l'a vu, escalade nucléaire. Il a même été déclaré que les États-Unis voudraient livrer des armes nucléaires à l'Ukraine, ce qui est du délire complet. Quand on n'a même pas besoin d'y réfléchir. Il suffit de jeter un œil sur la carte et sur la situation pour comprendre que c'est une trahison de l'Europe propre et nette. Enfin, c'est une répétition du fameux Fuck the EU de Victoria Nuland. Ce qui prouve à quel point les chefs d'État européens sont des gros collabos, que ce soit Scholz ou Merkel, ou Macron, ou Hollande, ou Sarko. À chaque fois, c'est la même chose. Quand il a été révélé par Snowden, par exemple, que les États-Unis espionnaient à outrance tous les chefs d'État européens, mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, aucune protestation. Enfin, c'était normal, quoi. Ce sont leurs bitches. Alors bon, de toute façon, une bitch, ça aime se faire dominer, ça aime se faire souiller, donc pas de problème du tout. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand les services russes, parce qu'il faut être honnête, ce sont les services russes qui ont fait ça, ont publié la fameuse conversation téléphonique qu'ils avaient interceptée de Victoria Nuland qui disait « Fuck the EU » en 2014, mais les Européens n'ont rien fait. Enfin, un bon chien, il aime bien, comme ça, se faire insulter, se faire traiter comme de la merde. Donc le « Fuck the EU », autant les Russes s'étaient dit « quand même, n'importe quel chef d'État un peu digne, pour ne pas dire viril, aurait décidé de réagir. » Mais non. Enfin, un Hollande, au contraire, il est très content qu'on lui dise « Fuck the EU ». Lui, il adore ça. Pareil pour une Merkel, pareil pour un Scholz plus tard, etc. Donc, on est sur un deuxième fuck the EU, c'est-à-dire que d'une part, on dit mais oui, vous allez peut-être être exposé à des micro-méga-morts, comme je l'expliquais dans la vidéo sur ma chaîne, donc sur la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu, et surtout le garder espoir, qui était évidemment le message le plus important. Eh bien, il y avait cette idée qu'on est exposé à des micro-méga-morts, c'est-à-dire une chance sur 1 million d'avoir 1 million de morts d'un coup. Et l'Europe est exposée à des micro-méga-morts à cause des néoconservateurs, à cause des cinglés du sous-sol, à cause de l'État profond américain. Mais ça, c'est un énième fuck you, en fait. C'est pas grave. Voilà. Et les peuples européens, ils sont bien contents, ils continuent à voter Macron, ils continuent à soutenir Merkel, etc. Même si l'AfD monte aujourd'hui en Allemagne et parle d'exit, Deutsche Exit, donc de sortir de l'Union européenne avec un parti qui fait du 20%. On n'a pas de parti en France qui fait 20% et qui parle de Frexit. On a d'excellents partis qui parlent de Frexit, mais pas qui font 20%. En Allemagne, ça parle de Dexit et ça fait 20%. Donc la France aura l'air très très conne, la Macronie aura l'air très très conne si jamais les Allemands font ça. Donc ce nouveau fuck the EU, bien entendu, n'a pas rencontré d'opposition des chefs d'État européens, mais se poursuit par l'idée que les pays européens enverraient des troupes en Ukraine pour geler le conflit, geler la frontière. La Pologne, qui n'a pas tellement envie, parce que les Polonais n'aiment pas les Ukrainiens, les voient prendre leur travail, etc. Et puis surtout les voient prendre leur argent et le dépenser dans des villas en Égypte. Je rappelle que le journaliste qui avait révélé ça en Égypte est mort. Ce sont des choses qui arrivent. Que Zelensky avait acheté une villa en Égypte, mais pas que. Enfin, on sait que l'Ukraine est le pays le plus corrompu du monde et que Zelensky est devenu multimilliardaire grâce aux aides envoyées à l'Ukraine. Plusieurs
Preuve de ça ont même paru dans la presse ukrainienne et dans la presse pro-Zelensky. Il avait été démontré que des tiroirs remplis de billets de $100 s'étaient retrouvés comme ça chez certains des collaborateurs du gouvernement Zelensky, puis que de l'argent qui avait été donné pour construire des fortifications, les fortifications n'avaient jamais été construites. Et encore une fois, c'est la presse ukrainienne, pro-Zelensky, qui avait révélé ça, même elle en avait marre. Et bien maintenant, il se dit que l'Europe va payer pour se faire piller elle-même. C'est pas nouveau. Certains journalistes italiens avaient dit que quand Berlusconi avait entendu Obama lui dire écoute, voilà, on va se faire Kadhafi, alors que lui venait de signer un énorme contrat pétrolier pour plusieurs dizaines de milliards de dollars avec Kadhafi, en mettant son pantalon sur les chevilles, parce que Kadhafi était descendu à l'époque avec l'énorme photo d'un résistant libyen à l'occupation italienne, la Libye ayant été une colonie italienne. Quand Berlusconi, qui avait fait tout ça pour obtenir ses concessions pétrolières, avait entendu Barack Obama lui dire au téléphone « Désolé, on va se le faire Kadhafi », et ce sont tes bases, puisque l'OTAN est claire là-dessus, c'est de tes bases que vont partir les bombardements, notamment la base de Sigonella en Sicile, qui était la plus proche pour bombarder la Libye. Kadhafi aurait dit « En bref, vous voulez me sodomiser et c'est moi qui paye la vaseline ». Et c'est ce qui se repasse à nouveau, c'est-à-dire que l'Europe est ruinée par la guerre en Ukraine, pas que, mais notamment par la guerre en Ukraine. L'Allemagne est ruinée par l'explosion du Nord Stream qui, bien sûr, a été exécutée par l'administration Biden, Obama-Blinken. On a aujourd'hui des milliers de véhicules conçus par Volkswagen, manufacturés par Volkswagen, qui attendent sur un parking depuis plus de 6 mois. Et quand je vous dis des milliers, c'est plus de 6 000. Donc vous avez plus de 6 000 véhicules de toutes marques Volkswagen, Audi, etc., qui attendent sur un parking depuis 6 mois parce qu'ils ne sont pas vendus. C'est sans précédent dans l'histoire du groupe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Puisque bien sûr, le Volkswagen a été créé par Adolf Hitler, voiture du peuple. Donc l'Allemagne est complètement ruinée, et quand ces grosses entreprises sont ruinées et postent des résultats désastreux, ces PME qui sont l'assise, la colonne vertébrale de son économie, sont ruinées aussi. C'est bien pour ça que l'AfD monte dans les sondages. C'est pas du tout parce que l'AfD est d'extrême droite, c'est parce que tous ces entrepreneurs, patrons de PME, ils votent AfD parce qu'ils voient ce qui leur est arrivé. Et ils veulent sortir de l'Union européenne parce qu'eux voient à quoi mène la servilité. Et la France, du coup, évidemment, quand l'Allemagne tousse, c'est la totalité de l'Europe qui prend froid. Et aujourd'hui, on voit bien que les résultats économiques de la France sont catastrophiques. D'ailleurs, l'Italie est passée devant la France comme puissance exportatrice. Donc, il se dit, et c'est même pas il se dit, c'est certain que les puissances européennes vont envoyer des troupes en Ukraine. Et ça va leur coûter une fortune. Elles vont devoir augmenter leur présence militaire, leurs moyens, pour cautériser la plaie qu'on leur a infligée à elles-mêmes. Et ça permettrait de geler le conflit. Alors ça exposerait, donc d'abord ça exposerait l'Europe à des micro-morts, à des micro-méga-morts, pardon. Micro-mort, c'est une chance sur 1 million de mourir. Micro-méga-mort, c'est une chance sur 1 million d'avoir un méga-mort. Donc 1 million de morts, c'est un terme qui vient de la guerre nucléaire. La Rand Corporation a inventé ce terme, 1 méga-mort égale 1 million de morts. Eh bien, l'Europe va être exposée à plein de micro-méga-morts, c'est-à-dire à plein de chances d'avoir un coup de million de morts d'un coup, donc une bombe atomique concrètement, et elle va payer pour sa propre ruine. C'est merveilleux. Donc attendez-vous à ce que l'État profond tente de faire déployer de l'armée française, de l'armée allemande, de l'armée polonaise, de l'armée danoise, enfin toute la fine fleur de l'OTAN, bien sûr le Royaume-Uni, même s'il n'est pas dans l'Union européenne, pour intimider les Russes et les forcer à ne gagner qu'un peu. Il y a 1000 jours, je vous avais dit, dans une vidéo qui a fait 1 million de vues sur ma chaîne, les Russes ne peuvent que gagner la guerre en Ukraine, ils peuvent simplement la gagner un peu, beaucoup, passionnément. Et pour l'instant, ils n'ont gagné qu'un peu. Donc en occupant l'essentiel du Donbass, en ayant ruiné l'Ukraine, ils l'ont gagné un peu, en ayant aussi restructuré leur armée, redéveloppé leur économie, créé une économie différente avec l'Iran et la Chine, etc. Mais c'est que un peu. Ils auraient pu gagner beaucoup plus, c'est exact. Et là, la présence de l'armée, des armées européennes les forcerait à ne gagner qu'un peu, alors qu'ils sont en train de pouvoir gagner beaucoup. Pas passionnément, mais beaucoup. Beaucoup, c'est reprendre Kharkov, c'est complètement occuper Pokrovsk, c'est prendre bien sûr Kramatorsk et Slaviansk, qui sont les villes importantes du Donbass, qu'ils ne contrôlent pas pour l'instant. Et ça, donc, une présence française, une présence qui sont ce qu'on appelle du tripwire, parce que la France n'a que 70 000 personnels
déployable, et elle ne peut pas tout déployer là-bas, mais c'est juste que si vous tirez sur un soldat français, bien sûr, ce que je ne souhaite pas, étant moi-même de formation d'officier français, eh bien, vous déclenchez une éventuelle riposte nucléaire de la France, sachant que la Russie est le plus grand pays du monde, donc par définition, c'est le pays qui peut le mieux supporter une guerre nucléaire. On l'oublie toujours, on dit « Ah oui, on peut vitrifier la Russie ». Non, personne ne peut vitrifier totalement la Russie. La Russie a des montagnes, elle a le plus grand territoire mondial, c'est le pays le plus préparé à une guerre atomique au monde, donc personne ne peut gagner une guerre nucléaire face à la Russie. Mais d'une façon générale, personne ne peut gagner une guerre nucléaire tout court. Comme l'expliquait l'excellent général Omar Bradley, qui était responsable du débarquement en 1944, la seule façon de gagner une guerre nucléaire, c'est de ne pas la faire. Des gens qui pensent qu'on peut gagner une guerre nucléaire, des cinglés comme ça, il y en a dans tous les camps, y compris russes, ce sont des gens qui ne comprennent pas que gagner une guerre nucléaire, c'est pire que de perdre 10 guerres conventionnelles d'affilée. Je connais aucun pays qui peut se remettre, aucun État qui peut se remettre de 10 guerres perdues d'affilée. 3-4 guerres perdues d'affilée, déjà, en général, votre État n'existe plus. Vous prenez le cas de la Pologne, vous prenez des États qui ont disparu comme ça, la Prusse. 10 guerres perdues d'affilée, c'est compliqué. Enfin, 3 guerres déjà perdues. 10 guerres, je ne sais même pas quel État peut y survivre. Une guerre nucléaire, gagner, c'est pire que de perdre 10 guerres conventionnelles d'affilée. Donc on ne peut pas gagner une guerre nucléaire. Il faut se rappeler ça en permanence. Mais en tout cas, la Russie est le pays géographiquement le plus doté dans une confrontation nucléaire, parce que c'est le plus grand pays, parce qu'il a le plus gros stock nucléaire au monde, parce qu'il a les meilleurs missiles au monde, et parce qu'il est le plus bunkerisé au monde également, qu'il s'agisse du Kamchatka ou de l'Oural, bien entendu, qui peut résister à une guerre nucléaire. Vous prenez le réduit national suisse. Bon, la Suisse, pour les Russes, c'est une sous-province de sous-province, faut être très clair. Or, les Suisses peuvent survivre à une vitrification atomique par leurs montagnes. Bon, l'Oural, c'est autre chose que le réduit national suisse. Donc, je souhaite à personne une confrontation nucléaire avec la Russie. Mais pourtant, c'est ce que l'État profond américain actuel est en train d'imposer à l'Europe, qui, elle, s'exécute comme une conne et décide d'y aller en envoyant des troupes en Ukraine. Donc, voilà le contexte général. L'escalade en Syrie, bien sûr, est voulue par la CIA. Bon, le Likoud est très content et il aide, ça va de soi. Je vous rappelle des gens qui sont proches des néocons comme Laurent Fabius qui avait dit le front Al-Nosra fait du bon boulot. Je rappelle aussi que ça avait été soi-disant débunké par les fact-checkers et leur débunk était complètement faux. On était du même niveau que les fameux débunks sur la sénilité de Joe Biden. Les débunks qui nous disaient que Joe Biden n'était pas pote avec un mec du Ku Klux Klan parce que, disait le débunk, il n'était que cyclope exalté dans la hiérarchie du Ku Klux Klan alors que les gens disaient qu'il était Grand Wizard. Donc vous imaginez bien que ça change tout. Alors qu'en fait, bien entendu, et la source était le monde diplomatique, et pas que, bien entendu, Fabius avait dit le front Al-Nosra fait du bon boulot sur le terrain. Bon, le front Al-Nosra, c'est Al-Qaïda, en toute simplicité. Al-Qaïda, je rappelle ce que disait Hamid Karzai en Afghanistan, il ne fait pas la différence entre Al-Qaïda et la CIA, pourtant Hamid Karzai était un allié des Américains. Donc le front Al-Nosra, c'est la CIA, et la CIA a toujours essayé de déstabiliser Bachar el-Assad. Et là, ils mettent la double pression aux Russes pour leur dire « Regardez, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts », d'autant que les Russes ont mis des généraux qui sont significativement moins bons qu'en Ukraine. Et donc, ils ont mis là, notamment en Syrie, un général qui n'est pas du tout compétent. Et c'est ce qui fait que la ville d'Alep, aujourd'hui, est pénétrée par Al-Qaïda, Al-Nosra et différentes autres troupes qui viennent des troupes contre lesquelles lutte l'Organisation de coopération de Shanghai. Elle a été créée pour ça, spécifiquement pour lutter contre ces séparatistes en Asie centrale, qui sont donc financés, entraînés et même, sous le contrôle d'aumôniers qui sont contrôlés par la CIA. Il suffit de voir que certains Corans qui sont diffusés au Xinjiang, par exemple, sont imprimés à Indianapolis. Et c'est bien pour ça que vous avez des gens comme Glucksmann qui viennent vous parler des Ouïghours, mais pas des Palestiniens bien sûr, mais des Ouïghours oui, parce que là les Ouïghours c'est la CIA, Rebia Kadir qui se présente comme le Dalai Lama des Ouïghours. Bon ça c'est très marrant parce qu'elle est quand même multimilliardaire, ce qui n'est pas le cas du Dalai Lama, et elle a fait fortune dans le trafic d'héroïne, donc ça aussi c'est un peu compliqué pour être le Dalai Lama des Ouïghours, d'autant que ce poste n'existe pas. Mais Rebia Kader, elle est bien sûr aux États-Unis. Donc tout ce beau monde est en train de faire un djihad CIA-esque en Syrie, pour foutre la pression aux Russes, pour que les Russes ne puissent pas progresser trop vite en Ukraine, et est en train de dire parallèlement aux Macron servile, à Angela Merkel, etc., allez en Ukraine vous aussi, c'est ce qui est en train de se passer.
Bon, ils ont 40 jours. On va voir s'ils vont y arriver. Il est clair que Trump ne pourra que reprendre si jamais vous avez l'armée française, l'armée allemande, l'armée danoise, l'armée britannique déployée en Ukraine. Bah, Trump sera obligé d'accepter le fait accompli. Et c'est exactement ce qu'on essaye de lui imposer. Parallèlement, toujours dans ce contexte, méfiez-vous maintenant des effondrements des bourses européennes. Vous regardez la performance du CAC 40 par rapport au Nasdaq. Autant là, il y a une euphorie sur les marchés américains. Bien sûr, le titre Tesla s'est envolé depuis l'élection de Trump. Vous avez aussi une euphorie sur les cryptos, on va y revenir. Autant les bourses européennes, ça va pas aller. Parce que quand vous avez Volkswagen qui poste des résultats catastrophiques, c'est toute l'Europe qui va s'effondrer d'un point de vue financier. Donc je ne peux que vous encourager, même si ce n'est pas un conseil financier, à sortir vos capitaux des bourses européennes, quelles qu'elles soient, et à les repositionner sur les bourses américaines ou indiennes ou autres, mais ne touchez pas aux bourses européennes parce que le pire est à venir. Enfin, je vous rappelle que la France emprunte maintenant plus cher que la Grèce. C'est pas anodin, hein. La France emprunte plus cher que la Grèce. Donc les médias pro-Macron, c'est-à-dire tous les médias milliardaires français, vous vendez Macron comme un Mozart de la finance. Bon, à la fin de son deuxième mandat, la France emprunte, s'endette à un taux supérieur à la Grèce. Ça, ce sont des chiffres qui parlent. Donc, dégagez vos capitaux de l'Europe et je vous conseillerais même de dégager vos investissements immobiliers d'Europe parce que je peux vous garantir que le pire est à venir en Europe. Surtout si l'AfD passe en Allemagne, vous aurez un effet d'effondrement, un collapsus généralisé. Vous pouvez même avoir des guerres civiles. Mon pronostic pour l'Europe est très mauvais. Un 1848 2.0 se profile. Et c'est pas du tout bon pour les investissements. Donc je peux que vous encourager à vous divestir de tout ce qui est en Union européenne le plus rapidement possible. Et là, même Marc Toiti en parlait très bien sur TV Liberté et sur sa chaîne. Préparez-vous à des crashs de bourse européenne, il a tout à fait raison. Enfin, un autre point, la CIA intervient aussi donc au Bangladesh et au Pakistan, c'est-à-dire le Pakistan historique. Au départ, le Pakistan, c'était le pays fait pour les musulmans d'Inde à l'indépendance de l'Inde, et ça incluait le Bangladesh. Mais comme les deux pays sont coupés par l'Inde, le Bangladesh a fini par devenir indépendant. Mais dans les deux cas, la CIA a toujours été très présente au Pakistan. D'ailleurs, c'est ce que les Russes considéraient être le baptême du renseignement d'Obama, puisque les Russes considèrent qu'Obama s'est forgé au départ au sein de la CIA. Il a même fait partie d'une société d'import-export qui était un paravent de la CIA, j'ai oublié son nom. Mais cette société indiquait faire notamment dans la crevette, ce qui est évidemment un mot de passe, un mot codé pour les opérations clandestines de la CIA. Et le Pakistan et le Bangladesh, donc cette société d'import-export opérait notamment au Bangladesh, mais pas que. Et la CIA a coup sur coup mené au renversement de Premier ministre élu Imran Khan, donc l'ancien champion de cricket au Pakistan, qui est un souverainiste, une sorte de Gaulle pakistanais. Et puis donc, la première ministre du Bangladesh ont été renversés dans les deux cas en mode révolution colorée. Et là, vous avez une répression massive des supporters de Imran Khan au Pakistan, qui est donc le seul pays musulman qui détient l'arme atomique. Donc c'est une situation inquiétante. La répression est sauvage, brutale. Mais pour l'instant, la CIA a la situation en main. Et c'est là qu'on voit que les Chinois ne sont pas du tout compétents pour ça. Les Chinois ont un impact économique majeur, on le voit au Sri Lanka. Même le Pakistan fait partie de leur dispositif du collier de perles. Mais pour autant, les révolutions colorées, l'influence par les réseaux, par certaines loges maçonniques que la CIA utilise pour coopter des leaders internationaux, ça, les Chinois maîtrisent absolument pas ça. Absolument pas. Les Chinois n'arrivent pas du tout à rentrer dans un pays, à créer des sociétés initiatiques en mode Sauron, un anneau pour les gouverner tous, en disant regardez, entrez dans telle obédience et vous serez puissant. Et du coup, en fait, nous, on contrôle par-dessus. On a frappé les anneaux. Les hommes étant arrogants et avides de pouvoir, ils vont vouloir ces anneaux, mais ils ne savent pas qu'au-dessus d'eux, il y a un anneau pour les gouverner tous. Ces méthodes machiavéliques que pratique extrêmement bien la CIA, il faut reconnaître, c'est son métier. Elle le fait très très bien. Les Chinois ne les maîtrisent pas du tout. Les Russes les maîtrisaient pas mal avant. Pas mal, pas complètement, mais pas mal. Mais les rois aujourd'hui, c'est la CIA. Et les Chinois sont complètement aux fraises. Donc on a une pièce majeure de leur dispositif du collier de perles qui prend des coups d'État comme ça et eux ne peuvent que s'adapter. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est accepter et s'adapter. Mais pas agir. Ils ne sont pas capables d'être proactifs sur ça. Les Chinois ne sont pas en position de fomenter un coup d'État par intrigue politique au Bangladesh ou au Pakistan. Donc pour l'instant, c'est ce qui se passe. Voilà cet octogone
À savoir donc l'Europe, enfin les États européens qui veulent envoyer leur armée en Ukraine pour geler le conflit, pour empêcher les Russes de trop progresser, parce que là les Russes progressent à vitesse grand V. La CIA, et on en fera un sujet spécial avec Sylvain Ferreira en interview dans quelques jours, qui donc envoie ses réseaux classiques, Al-CIA, Al-Qaïda, dans la zone, contre Bachar al-Assad. Ça emmerde bien les Russes. Donc un coup d'État simultané, enfin pas le coup d'État a déjà eu lieu au Pakistan, mais un maintien du pouvoir en place, et là la démocratie a bon dos, les valeurs démocratiques de l'Occident. Comme disait Roosevelt sur Somoza, Somoza est un fils de pute, mais c'est notre fils de pute, dictateur. Ben là c'était pareil avec Islam Karimov en Ouzbékistan, dont un diplomate britannique avait révélé qu'il bouillait vivant des opposants. Il avait lancé l'alerte et avait été ignoré par sa hiérarchie au Royaume-Uni parce que évidemment, l'OTAN ne voulait pas déplacer Islam Karimov. Donc on voit bien que les valeurs démocratiques occidentales sont à géométrie variable, comme souvent, et que Imran Khan a été démocratiquement élu, mais la CIA ne l'aime pas, donc il est en prison. Et ses supporters aujourd'hui manifestent dans les rues à Islamabad, à Lahore, au Pakistan, et sont brutalement réprimés par le régime qui est soutenu par la CIA. La même chose a lieu au Bangladesh. Voilà donc les 3 points. D'une part, la Syrie avec Al-Qaïda, donc le front Al-Nosra, c'est du rebranding, et d'autres. D'autre part, l'Ukraine. Et enfin, l'effondrement des bourses européennes imminent. Donc méfiez-vous là-dessus. Et ça termine l'édition publique de l'Octogone. Je donne rendez-vous aux abonnés maintenant pour un long débrief des conséquences économiques aux US, des opportunités d'investissement et de la géopolitique des cryptos, sur lesquels je ferai une vidéo plus tard sur ma chaîne, et de la géopolitique, évidemment, des conséquences géopolitiques de l'élection de Trump. Merci d'avoir suivi cet Octogone.